Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce premier vendredi technique retransmis. Et donc l'idée, c'est simplement de partager avec plus que simplement l'équipe d'Urbasens un certain nombre de retours d'expérience, d'informations qui nous semblent importants de partager. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous parler système d'arrosage intégré et prise en compte des racines et des règles agronomiques qu'on pratique tous les jours dans cette conception des systèmes d'irrigation. C'est Thomas Bure qui va nous en parler dans 2 secondes, juste avant de démarrer. Simplement pour vous rappeler 3 points d'actualité importants pour Urbasens en ce moment. La mise à disposition d'un podcast auquel nous avons participé il y a maintenant 2 semaines à l'occasion de Jardin, co-organisé avec le CIBI sur le thème inondation, sécheresse, comment faire avec l'eau de là. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo pour accéder au contenu vidéo et audio de ce podcast. En septembre, l'activité va être chargée pour nos équipes. Vous pourrez nous retrouver à l'occasion de 2 événements importants pour nous. Le Salon du Végétal d'Angers qui va se tenir les 13, 14 et 15 septembre à Angers donc. Vous pourrez venir rencontrer nos équipes commerciales et techniques, mais également à Saint-Chéron, c'est la semaine suivante. On est en Essonne à l'occasion du Salon Vert et ça sera les 20 et 21 septembre. Là aussi, vous pourrez venir rencontrer nos équipes. Dernier point, et là je reviendrai brièvement sur le Salon du Végétal, vous pourrez en profiter pour découvrir au concours innovation le suivi micro-dendrométrique d'Urbasens qui a été sélectionné donc pour participer au concours. Et donc voilà, je vous invite à venir découvrir ce que peut venir apporter le suivi micro-dendrométrique pour vos arbres, pour vos patrimoines arborés et pour le suivi plus globalement de votre patrimoine végétaux. Thomas, c'est à toi de jouer. On a prévu un format d'une quinzaine de minutes environ, plus quelques questions. À toi la parole. Merci pour cette introduction. Donc, nous allons nous pencher sur la question de la conception des arrosages intégrés, en rappelant quelques grands principes de conception qui permettent de configurer ces systèmes d'arrosage au mieux pour apporter l'eau aux végétaux. Donc on se situe dans un climat que l'on connaît en France, que ce soit au sud ou au nord de la France, c'est les différentes régions climatiques françaises. Et on va démarrer en rappelant quelques points concernant la préservation de la ressource en eau, puisqu'il s'agit de ça. Il s'agit toujours d'apporter la quantité d'eau correcte pour les végétaux en se fiant à leurs besoins et en évitant tout gaspillage. Donc concevoir un réseau d'arrosage adapté, c'est bien le premier des points qui permet de venir consommer l'eau de manière frugale. Il faut également bien régler ce réseau d'arrosage puisqu'il peut dévier un petit peu avec le temps et donc on peut avoir des secteurs qui sont trop arrosés, des secteurs qui sont trop peu arrosés. Le réflexe dans ces cas-là étant souvent de venir compenser les défauts d'arrosage par un surarrosage d'autres secteurs. Et donc là, ça entraîne du gaspillage d'eau. Il y a une problématique très forte autour des fuites qui peuvent créer des pertes d'eau de plusieurs milliers de mètres cubes par an et assez rapidement. Donc arriver à détecter, à réparer les fuites aussi, c'est des points importants. On rappelle également que savoir arroser, c'est savoir quand arroser, savoir combien arroser, et celui qui donne la règle, c'est le végétal qu'on arrose, c'est son système racinaire. Il faut également pouvoir modifier la programmation d'arrosage à distance le plus simplement possible pour s'adapter aux conditions météorologiques. Et également d'autres grands principes, valoriser un maximum les eaux de pluie de manière passive pour éviter d'avoir recours au système d'arrosage intégré. Travailler au sevrage des végétaux pour qu'ils soient le plus autonomes possible du point de vue de leur approvisionnement en eau. Et dans certains cas, venir modifier le couvert végétal ou le mode de gestion ou l'exigence d'acceptation du végétal. Il s'agit par exemple de passer d'un gazon tondu absolument vert à une prairie fauchée qui peut être brune en été. Donc parce que ça aussi, ça fait économiser beaucoup d'eau. Donc vous voyez, il faut replacer la conception du réseau d'arrosage dans un ensemble vertueux qui va vers l'économie d'eau, et nous allons traiter ce premier point aujourd'hui. Un premier élément autour de la sémantique. Qu'est-ce qu'un arrosage
intégré, un arrosage automatique, un arrosage agronomique. Donc l'arrosage intégré, c'est le fait de placer un système, donc les tuyaux, les buses d'arrosage, les pompes, etc., dans un lieu en l'intégrant au lieu, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il soit le plus masqué possible pour qu'il ne soit pas visible. Donc c'est en opposition avec des systèmes très visibles comme on a par exemple en contexte agricole. On parle d'arrosage automatique lorsque le déclenchement du réseau d'arrosage intégré est réalisé de manière automatisée, sans intervention d'un opérateur. Et dans ce cas, le système vient s'autogérer et l'opérateur est là simplement en surveillance. Et on apporte un concept nouveau qui est celui d'arrosage agronomique, qui est un réseau donc, qui se déclenche sans intervention d'un opérateur, mais selon les besoins du végétal, donc selon l'agronomie du site. Et auquel cas, on a un arrosage automatique et agronomique. Donc, on porte ce concept chez Urbasense, puisqu'il nous semble être la bonne solution ou une bonne solution pour économiser l'eau dans les contextes de pénurie que l'on vivra dans les prochaines décennies. Un autre élément important, c'est celui d'adapter les secteurs d'arrosage au type de végétal qui est arrosé. Donc très basiquement, on vient séparer les arbres des arbustes, du gazon, qui n'auront pas les mêmes besoins en eau et pour lesquels, vous le verrez par la suite, on n'apporte pas non plus l'eau de la même manière avec les mêmes dispositifs. Donc pour faire simple, il faut un secteur par strate. Le besoin différent de ces strates s'explique assez facilement si on prend les deux opposés que vont être le gazon et les arbres. Le gazon va avoir une reprise assez rapide de l'ordre de quelques semaines. On va passer en arrosage continu, stable, assez rapidement, puisque la profondeur d'ancrage du gazon maximale est atteinte assez rapidement. Et donc, il y a un apport régulier qui est réalisé, surtout lorsqu'on veut un gazon bien vert et bien tondu. L'arbre va fonctionner différemment. Il va avoir des besoins en eau très localisés et très intenses au début de sa vie. Lorsqu'on vient le planter avec sa motte, il faut apporter de l'eau à l'aplomb de la motte au maximum pour qu'elle arrive à pénétrer à l'intérieur de la motte. Toute l'eau qui est apportée à côté ne sert pas. Elle ne rentre pas dans la motte de manière passive parce qu'il y a des ruptures de continuité capillaire. Et tant que le végétal n'a pas déployé son système racinaire en dehors de la motte, toute l'eau apportée à l'extérieur est gaspillée. Donc ces apports localisés, concentrés, se passent surtout au début, juste après la plantation. Et une fois que la reprise racinaire de l'arbre s'est produite, les apports peuvent être espacés et carrément retirés lorsque l'arbre a déployé son système racinaire dans un autre espace irrigué. C'est souvent le cas, on va avoir des arbres à proximité du gazon, et lorsqu'on arrose le gazon, en réalité, il y a une compétition au niveau des racines entre l'arbre et le gazon, et l'arbre vient puiser son eau dans les espaces engazonnés. Donc, lorsqu'on regarde la panoplie de systèmes qui nous sont à disposition pour venir arroser un arbre, il y a un système très classique, très rustique, qui est celui de la cuvette, qui peut être faite en terre, c'est ce qui va coûter le moins cher et ce qu'on observe le plus souvent, et qui peut être également synthétique, c'est-à-dire c'est une bande de plastique, une couronne d'arrosage que l'on vient placer autour de la motte pour améliorer l'efficacité d'arrosage. Cuvette, qu'elle soit en terre ou synthétique, est souvent associée à un arrosage manuel. Ensuite, on a des équipements de type bubbler, RWS, donc c'est des systèmes qui apportent massivement de l'eau en dehors de la motte. Des goutteurs, donc, qui ont des débits que l'on peut sélectionner, mais des débits contrôlés de l'ordre de 6 à 8, 10 litres par heure. Des drains d'arrosage, donc là aussi qui sont associés à un arrosage manuel, et du goutte à goutte, que l'on connaît, le drip line par exemple, qui peut être placé autour du pied de l'arbre. Donc ces différents systèmes, il faut voir qu'ils ne sont pas tous appropriés en fonction de l'état de reprise de l'arbre. On simplifie cet état de reprise ici en parlant d'années après la plantation, en considérant qu'à l'issue de la première année après la plantation, le système racinaire de l'arbre est sorti de la motte et qu'il peut commencer à trouver de l'eau à l'extérieur. Durant cette première année, on évalue que la cuvette est vraiment le meilleur système pour arroser l'arbre.
On peut également avoir un résultat correct en utilisant des goutteurs qui pointent vers l'intérieur de la cuvette, mais il y a quand même une cuvette. Donc, dans le premier cas, on parlait plutôt de cuvette avec arrosage manuel. Dans le second cas, on parle de cuvette avec arrosage par goutteur qui permet d'apporter l'eau à l'aplomb de la motte. Lorsque la reprise de l'arbre se réalise, donc en année 2 et 3 après la plantation, on peut commencer à approvisionner l'arbre en eau en apportant cette eau à l'extérieur de la motte. Et c'est là que d'autres systèmes comme les bubblers, le drain d'arrosage manuel ou le goutte à goutte, lorsqu'il est déployé de manière assez dense, peut aider à l'approvisionnement de l'arbre. Mais l'erreur vraiment à ne pas faire, c'est utiliser un système adapté aux deuxième et troisième année après la plantation, donc adapté à un arbre qui a repris, pour essayer de l'arroser lors de la première année, lorsque sa reprise racinaire n'a pas été réalisée. Donc, par exemple, on a vérifié de maintes fois que le bubbler ne peut pas servir d'arrosage pour un arbre qui vient d'être planté. Il doit être absolument complété par l'un des dispositifs adaptés, donc cuvette et arrosage manuel ou cuvette et goutteur. Il faut également prévoir que le temps d'arrosage nécessaire varie énormément en fonction du type de système choisi. Donc on présente ici les temps d'arrosage pour trois systèmes. Donc si on veut apporter une dose de 60 litres d'eau au pied d'un arbre, eh bien, si on arrive à déployer une couronne de 4 mètres de goutte à goutte, il faudra arroser pendant 6 heures pour apporter les 60 litres. Si on a 3 goutteurs, on pourra arroser pendant 4 heures avec ce type de configuration. Et si on a 2 bubblers, c'est plutôt 20 minutes pour apporter 60 litres. Donc vous voyez que les différents systèmes vont avoir une consommation en eau variable. Il faut adapter cette sélection donc, à la configuration du site et au débit du réseau qui est disponible. Donc lorsque on arrose des arbres avant qu'ils aient repris ou pendant la reprise, en résumé, on a évalué que l'arrosage réalisé à la main reste le meilleur gage de qualité, donc à la main avec une bonne cuvette. On peut éventuellement remplacer l'apport manuel d'eau par des goutteurs. Et l'utilisation de goutte à goutte est à faire avec beaucoup de précautions. Ça ne fonctionne que et vraiment que si le goutte à goutte est placé à l'aplomb de la motte sur la motte. Et qu'on a un linéaire suffisamment important qui est enroulé au-dessus de la motte. Donc ce n'est pas toujours possible de le faire pour des raisons esthétiques. Et il faut éviter les erreurs de mettre la même densité de goutte à goutte pour un arbre que pour un massif d'arbustes, ou d'enrouler le goutte à goutte autour de la motte parce que toute l'eau qui est apportée à ce moment-là ne pénètre pas dans la motte parce qu'il y a, comme je le disais, des ruptures de liaison capillaire et l'eau va à l'extérieur de la motte mais pas à l'intérieur. Lorsque l'arbre a déjà repris, on peut utiliser des systèmes adaptés du type bubbler RWS, du goutte à goutte qui sera déployé pour les massifs arbustifs aux abords des arbres, ou de l'aspersion qui sera déployée pour les parties engazonnées aux abords des arbres, puisqu'on retient que l'arbre va déployer son système racinaire loin, il va bien plus loin que l'aplomb de la canopée, et donc il peut s'approvisionner en eau dans les autres espaces irrigués. Donc un arbre, quand il est dans des configurations comme celle-là, on n'est plus obligé d'arroser sa motte après 2 ans, lorsqu'il est en capacité de venir s'approvisionner ailleurs. On peut se poser la question, avant de déployer un système d'arrosage intégré, de son absolue nécessité. Est-ce qu'on a besoin de ce système d'arrosage pour une durée longue, c'est-à-dire lorsqu'on est sur des systèmes, par exemple, des espaces qui sont plantés sur dalles, sur lesquels les végétaux ne seront jamais autonomes du point de vue de l'approvisionnement en eau. Là, ils auront toujours besoin d'être arrosés un petit peu chaque année. Donc à ce moment-là, le déploiement d'un système d'arrosage intégré est vraiment essentiel. Mais lorsqu'on a des espaces qui sont plantés sur de la pleine terre ou quasi pleine terre ou du remblai fertile, ils peuvent atteindre une autonomie pour l'approvisionnement en eau. Et alors, il faut vraiment faire le calcul de est-ce que c'est nécessaire de déployer un réseau d'arrosage intégré pour 2 à 3 ans, puis ensuite de le déconnecter. Donc là-dedans, on a un surcoût en investissement, mais on a moins de passage à la main. Donc parfois, économiquement, ça devient rentable. Lorsqu'on parle strictement d'arbres,
on évalue quand même que le fait de passer à la main, soit avec un tuyau branché à une bouche à clé, soit avec une tonne lorsque c'est possible, est gage de meilleure qualité. Ensuite, il y a eu des effets de mode. Donc, dans les années 80-90, c'était le grand essor des arrosages intégrés. On en mettait partout. Puis, on s'est rendu compte avec l'apparition de la gestion différenciée que finalement, ce n'était pas nécessaire d'entretenir ces systèmes d'arrosage sur tous les espaces, notamment ceux qui ont une exigence d'esthétique un peu plus limitée. Et aujourd'hui, on revient à la promotion d'arrosage intégré ou d'arrosage, enfin de système d'arrosage, pour bénéficier de l'effet de fraîcheur qu'ils peuvent rapporter en ville, donc dans des zones, des espaces végétalisés qui sont utilisés par des usagers. On a mesuré par ailleurs que dans certaines conditions, le fait de rapporter de l'eau, lorsqu'il n'y en a plus dans le sol, lorsque le végétal a du mal à évaporer, peut relancer les cycles d'évaporation et donc contribuer à un meilleur rafraîchissement de l'espace. Mais dans ces cas-là, les systèmes racinaires sont largement déployés et les systèmes d'arrosage que l'on peut mettre en œuvre peuvent être rustiques. Donc on entend par rustique des systèmes qui coûtent moins cher à l'installation et à l'entretien. Donc on va venir limiter la quantité de tuyaux plastiques et plutôt s'appuyer sur la microtopographie et des arrosages de type submersif pour venir arroser ces espaces. Il y a de très belles planches d'essai sur des sites expérimentaux, notamment le quartier des Fabriques à Marseille, qui a un beau démonstrateur pour ce type de système d'arrosage. Pour ce qui est du réglage des réseaux d'arrosage, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur les ouvrages réalisés par l'UNEP qui décrit très bien la méthodologie, la manière aussi de prescrire ce type de prestations. On retient que c'est vraiment pour éviter le gaspillage, puisque lorsqu'on configure correctement un système d'arrosage, donc déjà lorsqu'on vérifie que la pluviométrie est à peu près homogène sur l'ensemble du site, ça permet d'arroser d'une manière homogène également. Si on a un défaut de pluviométrie quelque part, pour rattraper ce défaut, on va venir surarroser à côté et à ce moment-là, on va surconsommer de l'eau. Les principes sont très bien établis, notamment du degré d'ouverture des différentes turbines lorsqu'on parle d'aspersion. Je ne rentre pas dans les détails ici, mais vous pouvez trouver toute la documentation technique, notamment dans les règles de l'UNEP. Pour régler un réseau d'arrosage, il est important également de le documenter au fur et à mesure de la vie des sites. On peut avoir des réseaux qui sont déconnectés, des réseaux qui sont rajoutés, et donc il est important de cartographier les différentes sections arrosées, les différents regards, l'emplacement de ces regards, et de schématiser la fonction de ces regards en allant jusqu'à nommer les voies, les secteurs d'arrosage qui sont desservis par chacun des regards. Donc aujourd'hui, ce type de livrable fait l'objet de prestations structurées qu'il est possible de commander et d'exécuter en un temps court sur vos espaces matures pour lesquels parfois on a un peu perdu la mémoire ou alors il y a de la documentation qui est restée sous papier ou justement dans la mémoire d'agents qui sont partis à la retraite. C'est un cas qui est assez classique. Un petit focus sur les terrains de sport et c'est un rappel du dernier vendredi technique. Donc il y a un positionnement assez spécifique des asperceurs et plusieurs configurations différentes en fonction du type de matériel qu'on utilise. Mais cela permet d'illustrer ce que je vous décrivais juste avant sur les défauts de réglage de l'arrosage, où ça peut entraîner des situations comme celle-ci, pour lesquelles on voit apparaître des taches moins bien arrosées, donc ces taches brunes qui témoignent d'un défaut de réglage du système. Et donc, pour compenser l'apparition de ces taches brunes, on vient surarroser à côté et on va vers du gaspillage de l'eau. Donc, il est très important de combiner un réseau d'arrosage bien réglé et un système de pilotage qui s'appuie sur les besoins du végétal pour apporter la juste dose d'eau aux espaces végétalisés que l'on arrose. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions sur le chat
ou directement en prenant la parole, si vous le préférez. Micro, voilà, avec le micro qui fonctionne mieux. Donc j'ai une petite série, merci Thomas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'ai quelques petites questions qui arrivent. Effectivement, que ce soit pour les personnes à Urbasens ou les personnes qui pourraient nous écouter ultérieurement, il ne faut vraiment pas hésiter, y compris en commentaire, y compris dans quelques semaines, à nous faire part de vos questions. Tu disais à un moment, on a vu ce qui marche et on a vu ce qui ne marche pas. On a vu qu'il y avait des erreurs, en particulier sur le découplage des réseaux, par exemple, en fonction du type de culture, ou sur utiliser plutôt des goûteurs dans certaines circonstances, et dans d'autres, on a vu que, par exemple, le goutte à goutte assez classique marchait moins bien, ou en tout cas présentait des risques. Comment tu le sais tout ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qui te permet, qu'est-ce qui nous permet collectivement de dire ce qui marche mieux, de dire ce qui marche moins bien, et de dire ce qui présente des risques? Alors, l'expérience qu'on a acquise est fondée vraiment sur le terrain. Donc on a placé des capteurs qui permettent de mesurer le degré d'humidité à différents endroits du sol. Et on a équipé plusieurs fois, des dizaines de fois, des sites qui comprenaient différents systèmes d'arrosage. Si je reprends l'exemple du bubbleur, donc le bubbleur, c'est ce dispositif qui est placé à l'extérieur de la motte, contre la motte, et qui permet d'apporter massivement de l'eau en surface et en profondeur. Et donc, il y a une croyance qui dit que ces systèmes, lorsqu'on les active, permettent de réhumecter la motte. Donc, lorsque l'on place un capteur qui mesure l'évolution de l'humidité à l'intérieur de la motte et un capteur qui mesure l'évolution de l'humidité à l'extérieur de la motte, et que l'on allume un bubbleur, seul le second capteur présente une réhumectation, donc une reconstitution de sa réserve en eau qui est significative. Le premier capteur, celui qui est dans la motte, n'est pas réhumecté, il reste sec. C'est très simple, on l'a vu dans d'autres vidéos. L'eau qui est apportée à l'extérieur de la motte ne peut pas rentrer passivement à l'intérieur de celle-ci en raison de la rupture des continuités capillaires entre l'extérieur et l'intérieur. Le seul moyen de réhumecter une motte comme ça, c'est de venir saturer complètement la fosse de plantation et d'avoir une sorte de baignoire dont le niveau monte. C'est quelque chose de pas du tout vertueux, on ne le veut pas, c'est ni bon du point de vue de la préservation des ressources, ni bon pour les racines qui se retrouvent asphyxiées comme ça. Mais c'est le seul moyen de venir finir par réhumecter une motte. Donc ça nous est arrivé de le conseiller pour des sites sur lesquels il n'y avait vraiment pas d'autre manière d'apporter de l'eau. Voilà, plutôt que de voir les végétaux mourir, parfois c'est la dernière extrémité à laquelle on est vraiment contraint, mais c'est quelque chose que l'on déconseille vraiment, et il vaut mieux prévoir d'entrée des systèmes d'arrosage adaptés à l'arrosage des arbres une fois qu'ils ont repris, mais ça doit toujours venir en complément d'un système d'arrosage adapté à l'arbre avant sa reprise. Donc c'est un système, c'est une étape transitoire qui dure 1 à 2 ans, et il faut vraiment gérer les deux. On ne peut pas se passer ni de l'un ni de l'autre. Ça marche. Merci pour ça. Une autre question sur le déjà là. C'est-à-dire que là, on a évoqué pas mal de sujets sur lesquels on avait à construire. Tu nous as donné des indications ou des erreurs à ne pas faire sur de la construction, de la conception d'ouvrages nouveaux. Quand je débarque, et voilà, j'ai déjà une infrastructure qui est en place, qui n'est pas toujours très efficace. Tu le disais, parfois on a pu avoir soit des erreurs de conception, ça peut arriver, mais aussi au fur et à mesure que les années passent, une infrastructure elle peut évoluer, une infrastructure d'irrigation, j'entends. Du coup, quelles seraient pour toi les 2-3 priorités pour vite comprendre est-ce que mon système d'irrigation il est pertinent, est-ce qu'il fonctionne bien ou mal? Et peut-être imaginer les actions correctives à mener. Est-ce que tu aurais une prio ou les quelques premiers trucs sur lesquels il faut se pencher? Alors, la première chose, c'est de tout de suite envisager le temps long et donc de documenter. Les espaces végétalisés survivent à nos carrières, j'ai envie de dire, donc ils sont là pour plus longtemps que nous, et donc il ne faut pas s'appuyer simplement sur la mémoire des gens qui le mettent en place, et c'est trop souvent le cas, par facilité. Donc il faut documenter ça dans un système qui va durer dans le temps. Ça peut être tout à fait du papier si le papier dure dans le temps, ça peut être d'autres supports également, mais ça permet ça de venir aussi documenter toutes les modifications qui sont réalisées sur ce système-là. Et le deuxième point, c'est de venir diagnostiquer, auditer le système régulièrement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire régulièrement? Ça peut être tous les 5 à 10 ans.
pour vérifier qu'il n'y ait pas de dérive. Donc les essais à faire, c'est des essais de pluviométrie, notamment sur les espaces en aspersion, pour vérifier que tous les endroits d'un même secteur sont arrosés avec la même pluviométrie. Et si ce n'est pas le cas, on peut envisager des actions correctives pour soit venir réparer un asperseur, le changer, ou le régler tout simplement s'il a été déréglé. Il y a également des essais de mise en eau qui sont nécessaires. Là, la bonne pratique dit de le faire tous les ans à la remise en eau. Donc on vient ouvrir un secteur, vérifier que ça coule bien jusqu'au bout. Ça évite de mauvaises surprises du genre il y avait une vanne en amont qu'on avait oublié d'ouvrir, et de se rendre compte en plein été qu'on croyait arroser depuis plusieurs semaines alors que l'ensemble du système était bloqué. Donc ça, c'est vraiment du vécu, et je pense que donc il y a ces différents niveaux. Il y a un niveau où on prépare le temps long, vraiment, où on vient documenter, faire l'inventaire. Il y a un niveau moyen terme où on vient auditer régulièrement notre système, et il y a un niveau plutôt annuel où on vient vérifier que lorsqu'on ouvre, ça coule vraiment, donc ces essais de mise en œuvre. Ça marche. Une autre petite. Alors, en 1 minute, parce que le temps passe, et puis j'ai des questions qui arrivent. En 1 minute, est-ce que tu peux nous revenir très rapidement sur le sevrage? Tu as très brièvement parlé du sevrage. De quoi on parle exactement? Est-ce que c'est possible partout? Quel peut en être l'objectif et comment on fait? Et le challenge, là, c'est de me répondre en 1:30. Ça va, facile. Donc, je vais commencer par raconter une petite blague, vu que j'ai toute 1 minute 30 pour parler de ça. Donc, en effet, c'est pas possible de sevrer tous les végétaux partout. Le paramètre à regarder, à évaluer pour savoir si on peut sevrer un espace ou pas, c'est quel est le volume de sol disponible, parce que c'est la taille du réservoir, et quel est le volume d'approvisionnement en eau disponible, de fréquence et de quantité, puisque ça va être la ressource qui va approvisionner notre système. Donc, c'est ces deux paramètres-là qu'il faut évaluer, et pour donner deux extrêmes, un arbre en plein champ au fond d'une cuvette pourra tout à fait être sevré. Un arbre en sorte de jardinière un peu grosse posée sur une dalle ne pourra jamais être sevré. Et entre ces deux extrêmes-là, on va avoir bien sûr toute une gamme de variations. Sevrer un végétal, c'est lui apprendre à déployer son système racinaire le plus loin possible, le plus vite possible, pour qu'il puisse, avec ses racines, disposer des ressources en eau qui sont dans tous les volumes qui lui sont accessibles, et on veut que ce volume soit le plus grand possible. Et pour entraîner le système racinaire à gagner la profondeur, à prendre en volume, il faut éviter de l'arroser trop fréquemment. Et c'est vraiment ça la grosse différence entre un arrosage agronomique et un arrosage piloté par la météo, par l'ETP, c'est que l'arrosage agronomique ne vient arroser que lorsque c'est nécessaire, et on ne vient modifier la dose d'eau apportée que lorsqu'on a mesuré une évolution de la profondeur prospectée par les racines. Donc on adapte la dose à la taille du réservoir. Et c'est un peu tout le contraire de l'arrosage piloté par ETP, où on vient adapter la dose en fonction de l'évaporation, mais on apporte cette dose très régulièrement, ça peut être tous les jours, tous les 2 jours par exemple. Voilà, par pilotage ETP, ça nous fait des végétaux qui restent dépendants toute leur vie, on les rend dépendants, parce qu'on leur donne leur dose un peu tous les jours, et par arrosage qui s'appuie sur la réserve utile aux racines, on apprend au végétal à se sevrer, et si c'est possible, on arrête complètement de l'arroser. Ok, bon, on a dû dépasser un peu la 1:30, mais le jeu en valait la chandelle, et d'ailleurs, je pressens qu'un vendredi technique dédié aux différences entre l'arrosage agronomique et la compensation ETP pourrait nous intéresser. Une dernière, alors j'en ai deux, peut-être qu'on va, pareil, sur un mode rapide. Parfois, j'ai besoin d'irriguer, donc tu parlais par exemple d'un arbre sur dalle. Si j'ai un arbre sur dalle avec des sols très filtrants, souvent parce qu'il y a des contraintes de charge qui peuvent être fortes sur du bâti végétalisé ou des choses comme ça, quel est l'impact? Donc la question exacte, c'est comment je combine mon arrosage qui doit, dans l'hypothèse où il doit être intégré avec une programmation, avec un projet sur un sol extrêmement poreux. Quelle est l'incidence? Et est-ce que tu as une astuce ou un retour d'expérience là-dessus? Alors souvent, sol poreux dit faible réserve en eau. Donc ça veut dire qu'on ne va pas beaucoup pouvoir s'appuyer sur la réserve en eau du sol, sur l'effet éponge. Donc ça veut dire aussi que l'eau de pluie sera moins efficace puisqu'elle va rapidement s'infiltrer. Et donc ça veut dire souvent une plus grande dépendance
à l'arrosage si les végétaux que l'on plante ont besoin d'eau. Donc la première des choses, c'est d'implanter des végétaux qui sont adaptés à ce type de milieu et qui requerront un minimum d'intervention humaine. Donc on ne peut pas planter n'importe quel végétal dans ce type de configuration. C'est le premier point. Et ensuite, le principe reste le même. Il faut connaître la profondeur d'enracinement du végétal qu'on est en train d'arroser. Il faut apporter une dose d'eau qui permet de réhumecter la réserve utile de cette profondeur-là et ne pas en apporter plus, parce que toute l'eau supplémentaire que l'on apportera sera drainée et partira, sera gaspillée, sera perdue. Donc ça, on veut éviter parce qu'on souhaite préserver la ressource en eau d'arrosage qui est précieuse et qui nous manquera de plus en plus souvent. Néanmoins, dans des sols de ce type-là, avec une faible réserve en eau, ça veut dire un arrosage souvent plus fréquent, puisque la réserve va se vider beaucoup plus vite. La réserve étant plus petite, elle se videra beaucoup plus vite. Eh bien, écoute, c'était très clair. Je vois que le temps est écoulé pour aujourd'hui. Du coup, ce qu'on fera certainement, c'est si les questions affluent, y compris dans les commentaires, parce que donc cette vidéo va être mise en ligne dans les heures qui viennent. Donc surtout, toutes les personnes qui nous écouteraient là, postez vos commentaires, vos questions, pour qu'on puisse vous y répondre, soit dans les commentaires, soit à l'occasion d'un prochain vendredi technique. Voilà. Thomas, je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre que tu souhaitais rajouter. On a pas mal fait le tour du sujet, mais... Non, il ne faut pas que tu me poses une question de plus, je pourrais passer encore 1 minute 30. Ça marche, ok. Merci à tous les présents et à tous les futurs. Et comme le disait Mickaël, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions, des interrogations, des réflexions. On est ouvert à tous ces échanges dans la continuité. Merci. Ça marche, top. À la prochaine, au prochain vendredi technique, si tout va bien, dans une quinzaine de jours. Et d'ici là, à très bientôt tout le monde, au pied des arbres ou ailleurs. Salut. Bye bye.